Bonjour, je suis Philippe Fabry. Je suis juriste, ma profession c'est avocat. Je suis historien du droit, des institutions et des idées politiques de formation. Mon doctorat avait porté sur les institutions françaises du XVIe siècle. Et depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux questions on peut parler de cycles historiques ou du moins de trajectoires historiques parallèles, par lesquels j'essaie d'étudier à la fois l'histoire passée et de comprendre les implications actuelles des événements et leurs éventuelles perspectives d'avenir. Et cette discipline, parce que j'essaie d'élargir ça et de créer un véritable appareil théorique, j'ai appelé ça l'historionomie, tout simplement, c'est-à-dire la recherche des lois de l'histoire. Et donc à travers ça, pour parler de ça et le diffuser, j'ai créé un blog qui s'appelle Historionomie précisément. Et comme ces outils me permettent de tirer un certain nombre de conclusions sur les lignes de force géostratégiques dans l'avenir proche, j'ai créé 3 pages, j'appelle des pages de veille sur Facebook, qui s'appellent la guerre de Poutine, la guerre de Xi et la guerre d'Erdogan, parce que je pense que ce sont les trois points focaux de ces changements géostratégiques à venir, qui donc concernent l'actualité et suivent l'actualité stratégique de la Chine, de la Russie et de la Turquie d'Erdogan, et en particulier leurs ambitions extérieures dans leur voisinage proche et au niveau mondial. Alors, en fait, la Chine, ça m'intéresse depuis très très longtemps, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes travaux que j'appelle l'historionomie, mes principaux centres d'intérêt, ça a d'abord été l'Europe et les États-Unis, puisque je fais un parallèle avec l'Antiquité grecque pour ce qui est de l'Europe et romaine pour ce qui est des États-Unis. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à étudier l'éventuel avenir de l'Empire américain sur le modèle de l'Empire romain. Et donc du coup, ça, je m'intéresse à ça depuis le début des années 2000. Et les années 2000, c'était justement l'époque de l'ascension de la Chine. Et à ce moment-là, on parlait énormément du fait que la Chine allait dépasser les États-Unis. Et donc ça c'était complètement dans mon sujet. Ça posait énormément de questions justement sur l'avenir. Là, on sentait que la confrontation allait exister entre les États-Unis et la Chine. Alors, il y avait beaucoup de gens qui disaient que la Chine allait dépasser les États-Unis de toute façon, qu'il n'y avait limite pas de problème, que ça serait automatique et qu'elle allait grossir. D'autres qui lui donnaient plutôt un sort à la japonaise, mais Japon des années 80, c'est-à-dire une brutale montée économique qui ensuite tombe dans une sorte de trappe et de stagnation. Donc ça m'a énormément intéressé. Et le sujet est devenu encore plus intéressant pour moi à partir, on va dire, de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est-à-dire en 2012, parce qu'à ce moment-là, alors que jusque-là, le discours qui voulait que la Chine était pacifique, avait pas de difficultés belliqueuses avec ses voisins, on n'en avait plus, et le rêve, on va dire, qu'elle s'ouvre progressivement, ce qui était la volonté américaine avec l'ouverture économique, tout ça a été un petit peu écarté et on a vu une Chine beaucoup plus agressive militairement dans les déploiements, notamment en mer de Chine du Sud, etc. Et donc là, il m'est apparu que déjà l'hypothèse d'une confrontation de type militaire devenait plausible, alors qu'avant elle était un petit peu plus douteuse, en particulier avec l'explosion des budgets militaires. D'autre part, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait établir un parallèle historique avec l'autre Japon, c'est-à-dire le Japon de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, justement, qui était ce Japon qui avait été humilié par l'arrivée des Occidentaux beaucoup plus avancés technologiquement et économiquement, et qui avait entrepris d'abord une fermeture pour éviter d'être, on va dire, contaminé civilisationnellement, et qui avait ensuite voulu devenir une puissance au moins régionale, si possible mondiale, sur le modèle des puissances, de ce qu'étaient déjà les puissances occidentales à l'époque, c'est-à-dire avec une expansion coloniale, etc., sur son étranger proche, qu'elle voyait comme son espace naturel qui était l'Asie. Et tout ça, en fait, en gros, ce qui s'est passé entre 1869, c'est-à-dire le début de l'ère Meiji, et le début de la Seconde Guerre mondiale, je me suis aperçu que c'était ce qu'on voyait en Chine depuis, on va dire, l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir, la fondation de la République populaire de Chine en 1949, et les dernières années, et aujourd'hui. Ah, c'est comme ça que je suis venu, si vous voulez, à m'intéresser plus particulièrement et de plus en plus à la Chine et au rôle central géostratégique qu'elle doit avoir. En fait, je suis comme ça, j'ai tendance à m'intéresser d'autant plus
aux choses que je commence à les appréhender un petit peu et à voir un petit peu où ça va. C'est ça qui me pousse à aller chercher. C'est vrai que quand je comprends absolument pas, j'ai pas tendance à aller fouiller. Quand je commence à avoir un fil à tirer, là je le fais, et donc c'est comme ça que je m'y suis beaucoup intéressé. D'abord, c'était le fils d'un d'un membre du parti, mais qui a été qui a subi les purges sous Mao, et il a été lui-même conduit à aller dans des camps de jeunesse pour être rééduqué. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, il connaît par cœur un certain nombre de discours de Mao. Véritablement, il s'est très imprégné. Alors bon, il y a des gens qui expliquent ça comme une sorte de syndrome de Stockholm vis-à-vis du régime communiste. Alors c'est peut-être un peu trop psychologisé. Toujours est-il que je pense que ça a une trace dans son parcours. Et c'est un individu clairement qui fait partie des factions véritablement nationalistes. Alors, bon, le nationalisme en Chine est quelque chose de très répandu, mais disons qu'il y avait peut-être des milieux plus affairistes, plus, on parle notamment à l'époque où c'était le clan plutôt de Hu Jintao qui dirigeait, qu'on était un petit peu dans le même rapport, on va dire, que toute chose étant égale par ailleurs, mais de ce qu'il peut y avoir le rapport entre Poutine et Medvedev en Russie, pas au niveau institutionnel, mais au niveau culturel et de la vision stratégique. Certains ont une vision plus de développement économique, de poids, de soft power, etc. Et l'autre, c'est le cas de Xi Jinping comme Poutine, l'idée que l'armée doit véritablement être également un outil de puissance qu'il faut pas négliger, qu'il faut même utiliser dans certains cas et que ça s'impose. Et à son arrivée au pouvoir, il a fait une chose qui ne s'était pas faite depuis Deng Xiaoping, c'est-à-dire qu'il a restauré véritablement un pouvoir personnel. Il a un peu rompu avec non seulement le gouvernement et l'espèce d'équilibre des factions qui prévalait depuis 30 ans, il a aussi rompu avec un certain nombre de modes de gouvernement qui laissaient beaucoup de liberté d'initiative aux gouverneurs locaux, aux fonctionnaires, d'expérimentation, qui devaient permettre de faire émerger on va dire les solutions les plus efficaces par expérimentation de gestion. Et tout ça a été remplacé un petit peu par un esprit essentiellement de loyalisme à la personne de Xi Jinping. Alors il a fait tout ça à travers des campagnes de lutte contre la corruption, qui est toujours un classique. Même à l'époque de Mao, l'idée, le couvert, le vernis qu'on donnait toujours à ces luttes de pouvoir, c'était en fait des luttes contre la corruption, sur une corruption idéologique ou une corruption matérielle et économique. Et donc c'est comme ça qu'il a fait beaucoup de nettoyage, et en particulier qu'il s'est rendu maître solidement de l'armée, dans laquelle il avait un rôle important, parce que l'armée, c'est véritablement, comme c'était en URSS d'ailleurs, le pilier du gouvernement de la République populaire de Chine. Et d'ailleurs tous les présidents chinois passent d'abord par la présidence de la commission militaire centrale, qui est l'organe de gouvernement de l'armée, on va dire, au sein de la Chine. Donc c'est ça un petit peu le parcours de Xi Jinping, et qui est totalement en accord d'ailleurs avec l'agressivité de la politique étrangère qu'on voit apparaître depuis 8 ans. Il a fait ce que font d'ailleurs autant Erdogan que Poutine, c'est pour ça que je dis toujours un petit peu en parallèle, c'est-à-dire d'une part une prise de contrôle beaucoup plus solide et beaucoup plus personnelle à l'intérieur, et une extension de l'agressivité à l'extérieur, les deux se légitimant d'ailleurs, puisque créer un sentiment de forteresse assiégée pour le pays et présenter ça au peuple, c'est aussi un moyen de se légitimer et de renforcer son contrôle. Alors, je crois qu'il y a une accélération, et qu'elle est due à plusieurs choses. D'abord, c'est lié au fait que, au plan intérieur, Xi Jinping a pratiquement achevé sa prise de contrôle. Depuis 2 ans maintenant, il est considéré, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, comme dictateur à vie. Il est plus lié par les termes qui étaient ceux du consensus, du compromis politique chinois depuis 40 ans. Donc il est libéré de ça. Ça a de très importantes implications dans la façon dont le pouvoir est géré à l'intérieur du pays, parce que quand vous êtes un cadre, on va dire, politique chinois, et que vous savez que régulièrement on change les dirigeants politiques, vous pouvez vous bâtir une carrière qui fait que vous espérez que dans un terme ou deux, vous serez vous-même en position de prendre le pouvoir
et c'est comme ça que vous construisez votre carrière, en fait, en vous faisant vos propres amis, en espérant arriver là. À partir du moment où le pouvoir est monopolisé par une personne, ça change complètement les règles du jeu, parce qu'à ce moment-là, ce qui va jouer, c'est la fidélité à cette personne-là et uniquement cette personne-là, sur laquelle vous allez compter pour bâtir votre carrière et pour arriver au sommet. Donc ça, c'est vraiment ça fait un effet boule de neige dans le contrôle, on va dire. Et donc Xi Jinping est beaucoup plus puissant depuis quelques années pour ces raisons-là. Donc il a achevé en fait sa prise de contrôle à l'intérieur du pays. Et donc maintenant, il peut se lancer dans ses grands projets, puisque sa grande idée, c'est de restaurer en fait la Chine dans toute sa puissance pour le centenaire de la République populaire de Chine. Alors le centenaire de la République populaire de Chine, pour lui, c'est un peu loin, parce que c'est dans 30 ans. Donc il approchera lui-même des 100 ans à ce moment-là, donc sans doute qu'il n'a pas envie d'attendre aussi loin, surtout que il y a eu des éléments d'opportunité, et ça c'est intéressant parce que dans le parallèle que je faisais avec le Japon de la première moitié du XXe siècle, ce qui le caractérisait justement, c'était un expansionnisme qui était très opportuniste, c'est-à-dire que véritablement, qui n'était pas véritablement, on va dire, planifié, qui avait un certain nombre d'axes et qui avançait en fonction des opportunités. Et là, il y a eu cette épidémie de coronavirus qui, d'une certaine façon, a certes desservi fortement la Chine au plan de son image, même si elle a essayé d'en profiter pour se racheter, mais bon, ça passe difficilement. Mais qui est aussi finalement un formidable outil d'agitation et de déstabilisation de l'ensemble du monde. Ça fixe les attentions sur un certain nombre de problèmes, en particulier en Europe et aux États-Unis. Et donc, dès que les gens sont occupés par quelque chose, ça ouvre un espace à ceux qui veulent faire autre chose. Donc ça, je pense déjà que ça a stimulé Xi Jinping pour lancer un certain nombre d'actions. Même si, effectivement, on peut se poser la question de la part de pure accélération due à ce contexte-là et le fait qu'il y avait quand même des choses qui se préparaient depuis plusieurs années. Mer de Chine méridionale, ça fait longtemps que ça se prépare. Hong Kong, ça fait quand même un an que ça couve assez solidement. Il y avait déjà eu des signes avant-coureurs avant, mais ça s'était bien engagé, on va dire, avant l'épidémie de coronavirus. Et pour ce qui est de la confrontation avec l'Inde, on a déjà eu une approche de ça en 2017 autour de la passe du Doklam. Mais effectivement, là, il y a une apparence d'accélération, surtout parce que on a l'impression que c'est tous azimuts en ce moment. C'est-à-dire que c'est à la fois mer de Chine du Sud, à la fois avec le Japon, à la fois en direction de Taïwan, à la fois à Hong Kong et à la fois effectivement du côté de l'Inde. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut parler effectivement d'une accélération. Tout est question de priorité. Et le fait est que entre la Chine et la Russie, pour l'instant, il n'y a pas de priorité dans la compétition. Ce sont deux pays qui estiment que pour l'instant, leurs intérêts prioritaires sont ailleurs et que donc ils sont plutôt alliés pour sinon céder, du moins ne pas se gêner mutuellement, chacun dans son espace. C'est-à-dire Poutine du côté de la Russie essentiellement, de l'Europe essentiellement, peut-être de l'Asie centrale, et la Chine de son étranger proche en Asie. Donc à une époque, effectivement à l'époque de Jiang Zemin, il y a eu chacun a lâché pas mal de l'Est assez rapidement sur des questions de frontières, ce qui n'est pas leurs habitudes. D'habitude, ils grattent la moindre chose, ce qu'on est en train de voir avec l'Inde. Mais ils avaient lâché beaucoup de l'Est parce qu'ils voulaient s'entendre absolument, ne pas avoir de conflit et ensuite avoir les mains libres chacun dans son côté. Pourquoi? Vraisemblablement parce que ce sont deux pays qui savent qu'ils finiront par entrer dans une confrontation très sérieuse, en particulier parce que une grande partie de la Sibérie, la Chine estime qu'elle lui revient de droit, et probablement une domination de la Mongolie aussi. Mais les deux pays savent que ils sont pas prêts pour se confronter, notamment parce que comme ce sont deux pays avec des dirigeants forts, vraisemblablement ce serait violent. La Chine sait qu'elle ne peut pas se permettre d'entrer en guerre avec une Russie qui a une supériorité nucléaire tellement plus importante qu'elle, parce que vraisemblablement elle pense que les Russes seraient capables de se défendre avec une guerre nucléaire, et elle sait qu'elle est nettement dans une classe en dessous. Donc d'ailleurs, la Chine est en train de multiplier cette technique nucléaire pour essayer de se mettre au niveau des États-Unis et de la Russie. Et de son côté, la Russie sait très bien qu'elle n'a ni les moyens économiques ni démographiques de se lancer dans une guerre conventionnelle avec la Chine. Et donc, vous avez d'un côté Poutine dont l'objectif, en réalité, est de faire main basse sur l'Europe pour se donner un socle géostratégique, donc démographique, économique, qui lui permettent ensuite de faire jeu égal avec la Chine, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Et de l'autre côté, vous avez les Chinois qui estiment que eux, d'abord, il faut repousser les États-Unis dans l'autre moitié du Pacifique, il faut s'imposer sur l'Asie du Sud-Est, et ensuite, on ira voir ce qu'on doit faire contre les Russes. Donc je pense que les uns comme les autres, dans leur plan stratégique, ils se disent qu'avant 30 ans, ils n'auront pas à se taper dessus. Donc véritablement, je pense que c'est pour ça qu'ils mettent en sourdine complètement les questions de frontières et qu'ils s'intéressent pas, parce que c'est l'intérêt ni de l'un ni de l'autre, en réalité. Donc ils préfèrent s'entendre. Ça sera effectivement quelque chose d'une alliance contre nature, un peu d'ailleurs comme les Japonais et les Allemands en 1940, qui n'avaient pas de rapport. Alors je pense que c'est faux de dire qu'on les a poussés, que l'Occident a poussé les Russes vers la Chine. Je pense que c'est une explication que les Russes aiment bien donner, parce qu'ils aiment bien expliquer que chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est la faute des Occidentaux. En réalité, alors je parlerai même pas de malveillance de la part des Russes, simplement c'est une question de vision et de calcul. Et je pense que dans la vision que les Russes ont de l'ordre mondial et de la place de leur propre pays, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. Pourquoi ? Parce que l'idée de la Russie, c'est qu'elle doit être une des grandes puissances mondiales. C'est-à-dire, en gros, un des seuls pays qui soit vraiment indépendant, puisque leur idée, c'est que on est véritablement indépendant que quand on est le maître, qu'on domine son espace et qu'on est une puissance régionale, comme au temps de l'URSS. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils contestent pas dans le principe, par exemple, le fait que les États-Unis règnent sur l'Amérique du Sud. Ils se disent c'est l'espace normal de l'Amérique, donc les États-Unis règnent sur l'Amérique du Sud, c'est une chose. Par contre, que les États-Unis viennent régner jusqu'en Ukraine, ça c'est problématique, parce que ça c'est notre espace à nous, et donc à ce moment-là, ça nous met dans une position d'infériorité ou de danger. D'accord ? Et donc l'idée en fait des Russes, c'est que ils doivent être une très grande puissance au niveau donc de la Chine et des États-Unis, ce que je disais. En revanche, ils savent que seuls ils peuvent pas l'être, parce qu'ils sont démographiquement ils sont trop faibles. Ils ont une population qui est le 10e de celle de la Chine et qui est la moitié de celle des États-Unis. Ils ont un PIB qui est pas du tout au niveau, donc ils peuvent pas l'être tout seuls. Donc ils doivent l'être en régnant sur un espace. D'abord l'espace ex-soviétique, et ensuite, si possible, en dominant l'Europe, peut-être en étant en quelque sorte le garde du corps contre une espèce de rapport féodal, contre une assistance économique qui serait celle de l'Europe, qui vraisemblablement est le plan de Poutine, ça, c'est l'hégémonie qu'il va installer. Pourquoi ? Parce que comme ça, il se dit qu'en gros, il y aura un pôle qui sera, on va dire, eurasien, Europe, Russie, qui serait le pôle russe, qui aurait les États-Unis qui régneraient sur l'ensemble de l'Amérique, et peut-être la Chine, qui aurait l'Asie du Sud-Est, et qui seraient trois pôles de puissance égale. Et donc c'est ça le monde multipolaire en fait auquel rêvent les Russes. Et donc on va dire l'alliance temporaire que j'ai déjà décrite avec la Chine et la confrontation avec les États-Unis était le choix logique, et je vais dire leur seul choix, parce que s'ils n'étaient pas entrés dans une confrontation avec les États-Unis, ils étaient obligés de laisser la domination de l'Europe aux États-Unis. Et donc à ce moment-là, leur propre plan était compromis. Et s'ils souhaitaient entrer dans une alliance aux États-Unis, avec les États-Unis, vous pouvez discuter, entrer dans l'OTAN par exemple, ils savaient qu'à ce moment-là, ils ne seraient pas le premier. Ils seraient, comme les pays d'Europe, un des pays qui serait dans la vassalité des États-Unis. Et ça, c'était hors de question. Donc en réalité, j'ai envie de dire, c'est presque, il n'y a pas de volonté, personne à pousser personne, c'est plutôt l'état des choses et la façon dont chacun se perçoit qui a poussé de manière presque mécanique, c'est pour ça que je parle de déterminisme, les Russes à estimer que, valait mieux rester dans on va dire une sorte d'alliance objective avec la Chine, le temps d'arriver à dominer l'Europe, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, et qu'ensuite, ils seraient enfin indépendants, ils auraient plus besoin de la Chine. Le but ne serait pas d'entrer en confrontation directe avec la Chine, mais d'être suffisamment puissant pour la dissuader, elle, éventuellement de récupérer la Sibérie. Ensuite, l'idée, c'est ça. Ce serait d'être dans un jeu de puissance équilibré, comme à l'époque de la guerre froide, mais à trois. C'est ça la vision qu'ont les Russes. Donc effectivement, cette alliance paraît un peu contre nature entre les Russes et les Chinois. Elle l'est vraisemblablement, mais c'est parce que c'est juste une alliance temporaire en attendant que notre ordre soit mis en place. Et là-dessus, je pense que la vision des Chinois et des Russes converge et soutiennent donc des deux côtés cette alliance temporaire. Alors en fait, c'est parce que je pense que alors je pense pas que ce soit le plus important,
Effectivement, c'est peu couvert, donc j'en rajoute un peu parce que personne n'en parle. Mais je pense que surtout que c'est le plus c'est le plus prioritaire. C'est ce qui arrivera en premier. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai l'impression qu'en France, en Europe, on regarde pas trop la confrontation entre Chine et Inde, parce que ce qui retient surtout l'attention, c'est Taïwan. Et on sait effectivement que la volonté chinoise, c'est d'abord et avant tout de remettre la main sur Taïwan. La priorité des priorités stratégiques des Chinois, c'est ça, parce que c'est sentimental, c'est un peu comme Poutine avec la Crimée, en fait. Et donc c'est vrai qu'on regarde ça. Donc quand ils commencent à s'agiter avec l'Inde, on en parle, mais bon, un peu moins. C'est un conflit de frontières. Bon. Et puis on se dit, ils vont pas aller faire la guerre avec l'Inde avant d'avoir récupéré Taïwan, puisque Taïwan est prioritaire. Bon, et à mon avis, c'est une manière erronée de raisonner. Parce que les Chinois savent très bien que s'ils attaquent Taïwan pour la reprendre par la force, il y a de très fortes chances que ça les amène en confrontation directe avec les États-Unis. Je pense qu'ils le savent. Donc que ça exige d'être prêt à un niveau de guerre qui est très important tout de suite. Et parce qu'en plus, si ils entrent en guerre pour Taïwan et qu'ils risquent d'entrer en confrontation avec les États-Unis, ils savent qu'ils risquent aussi d'entrer en confrontation avec le Japon, ils risquent d'entrer en confrontation avec le Vietnam, qui leur a laissé un très mauvais souvenir en 79, je crois. Puisqu'ils avaient été battus par les Chinois, par les Vietnamiens. Alors bon, chacun a dit qu'il avait gagné, mais stratégiquement, c'était les Vietnamiens qui avaient gagné. Éventuellement, bon, par la Corée du Sud, même si c'est moindre. Mais, donc, en fait, elles se sentiraient complètement cernées, donc ça voudrait dire qu'elles devraient faire face à une coalition de pays qui sont puissants, qui sont bien armés, parce que le Japon est bien armé, même s'il consacre pas beaucoup de son PIB pour des raisons historiques et constitutionnelles, mais bon, quand on a le PIB du Japon, ça résulte quand même en une force importante. Plus ils commencent à se rééquiper de forces aéronavales, donc de projection, les Japonais, parce qu'ils sont menacés sur les îles Senkaku. Donc, les Chinois savent que essayer de prendre Taïwan, d'accord, ils disent et ils savent que ça peut aller vite, qu'en 3 semaines ils peuvent être maîtres de l'île, etc., mais ils savent que derrière, ça peut impliquer une confrontation de très grande ampleur avec les États-Unis et des alliés très solides. Et ils savent aussi qu'à ce moment-là, ils risquent d'être aussi attaqués dans le dos par l'Inde. Alors, je suis obligé d'être un peu long là, mais il faut quand même expliquer la situation stratégique des Chinois. Les Chinois savent que pour leurs approvisionnements, pour l'instant, ils dépendent encore très largement de la route maritime, en approvisionnement en hydrocarbures, donc l'énergie, ce qui fait tourner la machine, ce qui est primordial pour eux, parce qu'ils n'en ont pas chez eux, pas assez. Ils ont du charbon, mais bon, ils ont besoin de pétrole. Cet approvisionnement, il vient par l'océan Indien, il passe par le détroit de Malacca en Océanie, et ensuite, il remonte en faisant le tour de le Vietnam et puis jusqu'au port chinois. Bon. Le détroit de Malacca, il est aux mains des Américains. L'océan Indien, il est très fortement occupé à la fois par l'US Navy et par la marine indienne, qui est le rival régional chinois, on va dire, puisque comme ils sont aussi gros, aussi peuplés, même s'ils sont pas encore aussi riches, les Indiens s'estiment être en position égale avec la Chine. Ça veut dire que s'il y a un conflit, si elle entre en guerre, la Chine peut voir très rapidement son approvisionnement d'hydrocarbures coupé. Ça, pour un pays en guerre, c'est catastrophique. Il faut arriver à faire tourner les bateaux, etc. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas accepter d'avoir que l'adversaire, le rival, ait un doigt sur votre robinet de pétrole. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Alors, pour contourner ça, la Chine a, dans le cadre du vaste projet One Belt One Road, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie, a une priorité qui est le corridor économique sino-pakistanais, c'est-à-dire un ensemble de lignes de chemin de fer et de transport routier qui doit traverser le Pakistan jusqu'au port de Gwadar, qui ensuite est pratiquement à la porte du Moyen-Orient. C'est-à-dire que là, on peut se faire livrer des pétroles saoudiens, iraniens, enfin tout. C'est pratiquement avoir, pour le coup, être en connexion directe avec le robinet. Donc, dans le cadre d'une confrontation à l'est, c'est-à-dire sur la façade pacifique, la Chine compterait sur ce corridor pour maintenir ses approvisionnements. Bon. Simplement, si l'Inde entrait en guerre aux côtés des États-Unis et des autres, pour planter un poignard dans le dos de la Chine, en fait, c'est un danger très important pour la Chine, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que sa solution alternative est compromise d'approvisionnement.
Et donc elle serait mise en danger et elle perdrait la guerre de la même façon. Bon, donc la réalité, c'est que la priorité des priorités, avant même de pouvoir se lancer dans un risque de confrontation et d'escalade autour de Taïwan, il faut avoir sécurisé l'autre côté. Il faut avoir sécurisé la façade himalayenne contre les Indiens en obtenant une meilleure frontière plus favorable, plus facilement défendable sur l'Himalaya. Et il faut protéger le corridor économique sino-pakistanais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, il y a eu de nouvelles frictions importantes entre le Pakistan et l'Inde autour du Cachemire. Alors, vous savez que le Cachemire, cette région disputée, je ne rentre pas dans le détail historique, mais qui est disputée entre le Pakistan et les Indiens, qui est partiellement occupée, on va dire, pour moitié par le Pakistan et pour l'autre moitié par les Indiens. Donc c'est une zone de conflit de basse intensité depuis des années. Il y a très régulièrement des morts par rupture de cessez-le-feu. Simplement depuis 2 ans, la situation s'est particulièrement tendue. Pourquoi? Parce que dans la partie qui est occupée par le Pakistan, le corridor sino-pakistanais passe. Il passe pas directement du territoire pakistanais vers le territoire chinois, il passe par ce Cachemire occupé par le Pakistan, qui est contesté par les Indiens. Donc sur lequel les Indiens ont un casus belli, on va dire. Dans le cas où la Chine serait occupée autour de Taïwan avec le Vietnam, les États-Unis, etc., il y a un danger que l'Inde mette la main sur ce corridor et le coupe. Donc c'est véritablement le danger, c'est que l'Inde ait la main sur le robinet. Et comme l'Inde se sent de plus en plus puissante économiquement, parce que même si elle n'est pas au niveau de la Chine, en revanche, elle a très nettement creusé l'écart avec le Pakistan, donc elle se dit qu'il est temps de régler cette question de Cachemire et de remettre la main sur l'intégralité du Cachemire. Donc elle a annexé formellement la partie qu'elle occupait déjà du Cachemire, ce qu'on appelle le Ladakh aujourd'hui, qui est la zone vers laquelle il y a la confrontation actuellement avec la Chine. Et elle a véritablement, en tout cas c'est dans le discours, l'idée que le moment est venu de reprendre l'intégralité du Cachemire. Et ça veut dire couper le territoire, ça veut dire empêcher les Chinois de mettre en place leur réseau alternatif de fourniture de pétrole. Donc c'est pour ça que le front indien n'est pas très commenté en Occident parce que on se dit effectivement que c'est secondaire, alors qu'en réalité c'est selon moi prioritaire parce que les Chinois savent qu'ils doivent régler ce côté-là, ils doivent avoir réglé ce problème avant d'aller s'occuper de Taïwan. Et donc c'est pour ça que je pense qu'une confrontation avec l'Inde est extrêmement probable. Je pense qu'elle a même déjà commencé pour obtenir les buts stratégiques que j'ai dit. Vraisemblablement, dans l'idéal, on va dire, l'esprit chinois, je pense que leur idée, c'est de faire en sorte de récupérer l'intégralité du Cachemire pour le Pakistan. Parce que c'est une région qui est montagneuse, et ensuite, ça repousserait l'Inde dans les plaines du nord-ouest de l'Inde, mais serait très difficile si la zone était tenue par une armée pakistanaise moderne et surtout soutenue par la Chine, il serait pratiquement impossible pour les Indiens ensuite d'aller reprendre cette zone et a fortiori de menacer le corridor indo-pakistanais. Et donc vraisemblablement, la confrontation qu'on voit depuis quelques semaines, elle vise à installer un nouveau rapport de force dans cette région. Est-ce que les Chinois cherchent directement la guerre? C'est la question qu'on peut encore se poser. Le Bhoutan, c'est un petit peu douteux parce qu'il reste un allié traditionnel de l'Inde. C'est le Népal véritablement qui passe du côté chinois alors que c'était un allié traditionnel indien. Avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste népalais, et là ça a été véritablement très rapide. Depuis 2-3 ans, je crois que c'était fin 2017 qu'ils sont arrivés au pouvoir. Le lien avec la Chine et c'est resserré très rapidement. Et c'est très vite distendu avec l'Inde. Il y a vraiment eu un basculement géostratégique du Népal. La Chine est en bon terme avec le Bangladesh aussi de l'autre côté, même si bon là il y a pas de friction avec l'Inde de ce côté-là, mais bon, ça pourrait avoir une utilité. La Chine de manière générale avec tous les voisins, la Birmanie, etc., essaie de se mettre en de bonnes relations, effectivement pour contenir et encercler l'Inde. Avec le Pakistan, c'est un très vieil allié stratégique habituel, donc là ça n'a pas changé. Le véritable changement, effectivement, ça a été le Népal, qui en plus est important parce que le Népal, finalement, c'est la porte du nord de l'Inde. C'est-à-dire que il est situé par rapport à la Chine sur l'autre versant de l'Himalaya. Ça veut dire que si, mettons, alors, dans l'immédiat, il ne semble pas que c'est ce qui doit arriver, mais si, mettons, il y avait une guerre de grande ampleur qui éclatait et que le Népal était soit volontairement, soit plus ou moins forcé par la Chine
à se laisser traverser par les troupes chinoises. En gros, il ouvrirait les plaines du nord de l'Inde et le cœur économique de l'Inde à un assaut de l'armée chinoise. Donc c'est en cela que c'est vraiment très important et que ça pointe un poignard, on va dire, sur le cœur de l'Inde. Le Bhoutan, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un allié traditionnel de l'Inde, mais qui ressent lui aussi très fortement la pression chinoise et qui dernièrement a été mis encore plus sous pression puisque les Chinois ont fait des revendications territoriales sur une partie du territoire du Bhoutan, et le Bhoutan est un tout petit pays qui, bien sûr, pas s'opposer. Donc, véritablement, le Bhoutan est plutôt utilisé, il n'est pas vraiment retourné contre l'Inde, mais il est plutôt utilisé comme un moyen de supplémentaire, on va dire, de provoquer l'Inde sans la provoquer directement. Parce que je pense, mon avis, c'est que on est dans ce mouvement maintenant de la Chine qui commence à avoir son plan de déploiement régional. Xi Jinping veut commencer à passer à l'action. Simplement, il sait très bien que l'image de la Chine n'est déjà pas terrible, et je pense qu'il préférerait pouvoir arguer d'un casus belli qui soit plutôt favorable, c'est-à-dire dans lequel il puisse se présenter comme l'agressé par rapport à la Chine. C'est assez classique, c'est toujours arrivé comme ça. Pour reparler du Japon du début du XXe siècle, pour eux à l'époque, leur reine c'était la Chine justement à l'époque, et plusieurs fois au pont Marco Polo, au pont à Mukden, ils avaient fait en sorte d'obtenir un casus belli qui était bricolé, en fait, trafiqué en créant des faux incidents, mais pour avoir un casus belli, pour avoir un motif d'agression. En fait, c'est ça l'idée. Et vraisemblablement, je pense, c'est le sentiment que j'ai en voyant la façon dont les choses se développent. Je pense que c'est ce que la Chine recherche au Cachemire. C'est vraisemblablement ça qu'elle recherche, puisqu'elle a procédé à un déploiement très rapide. Elle a profité sous couvert d'exercice. Elle a amené énormément de troupes. On en est à peu près à 25 000, je crois, qui sont encore en arrière de la ligne. Hein. Et là, il n'y a pas eu de désescalade pour ça. En plus, donc là on est obligé d'entrer un peu dans le détail, mais sur cette ligne, en fait, il y a eu plusieurs points de friction, en particulier autour ce qu'on appelle le lac de Pangongtso et autour de la rivière Galwan, qui est une vallée qui amène elle-même à une autre vallée qui est la rivière Chayok, qui sont des vallées profondes, très encaissées mais très larges, hein, des vallées qui peuvent aller jusqu'à 500 mètres de large. Ce sont des endroits où on peut vite construire une route, hein, le cas échéant, et donc qui permettrait de rejoindre le réseau routier indien. Et c'est une région où, en fait, il est très dur de progresser, c'est sans doute une des régions les plus inhospitalières au monde pour faire une guerre. C'est à 4200 mètres d'altitude, il faut des semaines d'acclimatation des soldats pour pas qu'ils aient de nausées, pour pas qu'ils aient de migraines, etc., pour pouvoir les faire combattre. C'est compliqué d'utiliser, il faut des hélicoptères spéciaux parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères dont le plafond d'altitude est en dessous de celui des montagnes, donc les hélicoptères peuvent pas monter si haut. Donc il faut avoir des équipements très particuliers, c'est très difficile d'aller dans ces régions-là pour se battre. Et en plus, évidemment, il n'y a pas de route. Donc les routes, il faut les construire au fur et à mesure. Et en fait, ce qui s'est passé ces temps-ci, c'est que alors je vous dis ce que je dis, c'est par rapport aux infos qu'on a du côté indien, parce que les seules informations qu'on a, parce que l'Inde est une démocratie, donc il y a une presse qui est libre, même si elle dépend un petit peu de ce qui ressort de l'armée, des contacts qu'elle arrive à avoir, parce que même dans les démocraties, les armées disent pas tout, mais on a une information qui est beaucoup plus libre, alors que la Chine a été très taiseuse sur le sujet. Il y a très peu de choses qui sortent. Donc ce que j'ai réussi à comprendre des derniers éléments, même s'ils sont pas présentés comme ça, parce que c'est ni dans l'intérêt des Chinois, ni dans l'intérêt des Indiens. Ces jours-ci, il y a apparemment des escalades. Parce que d'abord, il y a eu des premières frictions en mai, puis il y a eu une confrontation avec des morts le 15 juin. Et donc là, on est monté très haut. Les Indiens ont amené plus de 40 000 hommes dans la région. On dit que les Pakistanais eux-mêmes ont amené 20 000 hommes. Alors ils l'ont nié, mais c'est vraisemblablement vrai dans la région du Cachemire qu'ils occupent eux-mêmes. Donc tout le monde s'est solidement installé dans la région. Et depuis, on va dire, une dizaine de jours, il y aurait une forme de désescalade où on accepterait de discuter et de se retirer. Bon. La réalité, si on regarde la situation, c'est que dans cette vallée de Galwan, là où commençaient à s'installer les Chinois et à faire des routes, j'ai mis les cartes sur mon blog, mais bon, c'est juste pour comprendre. Il y a eu, c'est la mousson en ce moment dans la région. C'est-à-dire c'est les pluies d'été qui viennent irriguer la région très fortement. C'est des pluies qui durent des semaines et qui sont très abondantes. Et ça a entraîné des crues. Ça a entraîné en particulier une crue de la rivière Galwan. Et
Et la réalité, c'est que c'est ça qui a obligé les Chinois à reculer, parce qu'ils ont été pris par la météo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient dans cette vallée encaissée, qui est large, ils étaient en train de tracer leur route, ils avaient fait des postes avec des tentes, etc., des camps qui étaient installés. Les Indiens leur disaient de partir, eux, ils voulaient pas partir, ils construisaient leur route. Et là, vous avez la rivière qui entre en crue. Alors, vu que ce sont des vallées encaissées et assez plates au fond, la crue, ça monte vite. Donc, ça oblige à s'écarter, on peut plus construire de route, on est obligé de partir et les positions deviennent intenables. On est obligé d'aller se mettre sur les bords des escarpements, enfin, la position est pas tenable. Donc, les Chinois ont été contraints par la météo de reculer. Ce qu'ils ont présenté comme un geste de bonne volonté des escalades, hein, pour pas perdre la face, et aussi parce que ça leur permettait de donner une image raisonnable. Et de leur côté, les Indiens n'ont pas eu intérêt à dire que c'était à cause de la météo, mais le Premier ministre Modi, qui joue beaucoup sur l'ordre national, a plutôt eu intérêt à dire, vous voyez, ça y est, il recule et on va. Donc c'est pas la peine de monter dans l'escalade, parce que Modi sait très bien que militairement, même si ils essaient d'expliquer qu'ils ont tout à fait les moyens de bloquer la Chine, que les deux armées sont pas exactement au même niveau. C'est ce qu'on peut craindre. Et la dernière guerre qu'ils avaient menée ensemble, enfin qu'ils avaient menée l'un contre l'autre dans cette région-là, c'était en 1962, elle avait été complètement désastreuse pour l'Inde. Donc ça reste aussi un mauvais souvenir et un a priori favorable pour les Chinois. Donc en fait, c'est pour ça que les Chinois ont reculé. Ils ont reculé pour des raisons météorologiques. Donc il est peu probable que la désescalade dure. À mon avis, la désescalade va durer tant que la météo sera défavorable aux Chinois. Et une fois que la météo redeviendra favorable, il est vraisemblable qu'ils vont réavancer. Et en plus, ce qui me fait encore plus penser ça, c'est que si vous regardez le déroulé des événements en 1962 qui ont mené à la guerre en 1962, elle a eu lieu au mois d'octobre-novembre. Elle a été courte, elle a duré un mois. Donc c'était début octobre, début novembre, qui est encore donc une date à laquelle on peut se battre dans la région. L'hiver est pas encore tout à fait là. Et en fait, ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'en mai, il y avait eu des premières frictions, il y avait eu des morts dans une confrontation en juin, ça s'était calmé en juillet-août, ensuite ça avait repris en septembre et en octobre ça avait été la guerre. Donc si vous voulez, sur le déroulé des événements, on est véritablement sur un décalque de 1962 jusqu'à présent. Et donc à partir du moment où la situation redeviendra météorologiquement plus favorable aux Chinois, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas sur la même lancée et pourquoi la confrontation ne reprendrait pas à partir de l'automne. Je pense que pour cet été, ça va rester calme, hein, à cause de la météo, parce que la mousson a commencé, donc maintenant c'est fini, vraisemblablement, il faut attendre que ça passe, et que ça reprendra en automne. Et là, on verra véritablement quels sont les buts stratégiques de la Chine. C'est pas le seul endroit où la Chine a des revendications. Elle revendique également toute une partie à l'autre bout de la frontière, ce qu'on appelle l'Arunachal Pradesh. Et à chaque fois, en général, si vous voulez, ces revendications, elles doivent lui permettre d'arriver sur, on va dire, le versant descendant de l'Himalaya, côté indien, qui permettrait en fait tout simplement d'avoir le terrain haut, le high ground en anglais, d'être en position au-dessus, de domination, voilà. Ce qui militairement est un avantage en défense. Et l'idée véritablement, c'est de faire de l'Himalaya une grande muraille, on va dire, au sud, pour se protéger de l'Inde, de garantir le Cachemire pour protéger les approvisionnements via le corridor sino-pakistanais. Et une fois que ça se sera fait, les ambitions pourront être poursuivies un petit peu plus du côté de Taïwan. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura une confrontation avec l'Inde. Alors, pour l'instant, l'Inde est encore soutenue par la Russie, puisque l'Inde est une alliée traditionnelle de la Russie, en particulier un client très important de la Russie, qui leur achète énormément d'armement. Donc pour l'instant, la Russie a pas voulu faire de médiation, elle est restée neutre malgré tout, ce qui est déjà un changement, un recul dans son attitude. Elle était moins au soutien, mais bon, elle soutient quand même un petit peu l'Inde. Mais je pense que la Russie finira par lâcher l'Inde en échange de concessions similaires des Chinois, peut-être du côté de l'Europe, ou un soutien en cas d'annexion de la Biélorussie ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça qui va se passer. De la même manière, d'ailleurs, pour refaire le parallèle avec les Japonais, les Allemands étaient de très vieux alliés de la Chine et ont lâché la Chine en 1941 pour privilégier leur alliance avec les Japonais. Donc on a véritablement, entre Russie et Chine et Allemands et Japon, on a un schéma qui se reproduit. Alors c'est la grande inconnue, c'est la grande inconnue. C'est vrai qu'on manque d'exemples là, toujours pour savoir exactement en quoi ça bloque. On a tendance à penser, en particulier nous en Europe, que ça empêche toute guerre, hein, puisqu'on a l'exemple de la guerre froide qui est restée froide de bout en bout, donc on se dit ça obère tout. Alors pas forcément.
parce que il y a déjà eu des confrontations entre l'Inde et le Pakistan nucléaires. Il y a eu le conflit de Kargil en 1999 et il y a eu la confrontation de 2001. En 1999, ça a été la guerre. C'était une guerre conventionnelle, mais qui est restée très limitée. Qui est resté à ce point de Kargil. En fait, Kargil, si vous voulez, c'est le milieu de la frontière entre le Pakistan, le Cachemire occupé par le Pakistan et celui occupé par l'Inde. C'est vraiment cet endroit-là. Il y a pas, donc il y a eu un combat entre les deux armées, mais déjà c'était pas sur le territoire national. Déjà ça joue parce que c'est sur un territoire disputé. Déjà, ça change quelque chose sur l'utilisation. En général, l'arme nucléaire est faite pour sanctuariser un territoire national. Donc si vous vous battez dans un territoire qui est considéré comme disputé, vous pouvez ne pas l'utiliser. Du moins, ça laisse un espace d'action. Et en 2001, en revanche, il y avait une grosse concentration de groupes, mais il n'y avait pas eu de conflit, il n'y avait pas eu de combat. Donc ça, c'est les deux seuls exemples en fait qu'on a entre puissances nucléaires pour savoir jusqu'où ça pourrait aller. Si je reviens sur ce que j'ai dit des probables ambitions chinoises sur le Cachemire, on peut considérer encore que c'est un territoire disputé. Même si l'Inde l'a annexé, est-ce que pour autant elle serait prête à utiliser l'arme nucléaire pour ça? Contre le Pakistan peut-être, contre la Chine ça paraît plus douteux. En particulier, alors il y a des inconnus sur lesquels je suis pas compétent, je sais pas trop. Je pense que les Chinois ont des défenses antimissiles qui sont assez efficaces. En particulier, ils ont de la profondeur stratégique. L'avantage des Chinois, c'est que il faut que des missiles nucléaires traversent tout le Tibet avant d'arriver sur le territoire véritablement chinois en danger, pour mettre en danger l'économie chinoise. Il y a une proximité de l'Inde qui est beaucoup plus immédiate par rapport au territoire chinois. Le cœur économique de l'Inde est véritablement dans le nord du pays, et donc presque à la frontière avec la Chine. Donc, est-ce qu'il y aurait une confrontation nucléaire? C'est possible. On peut pas écarter ça. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblerait, mais encore une fois, c'est ça qui est important, c'est que on parle de pays qui ont eu des armes nucléaires, on va dire, plutôt dans leur développement psychologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas du tout méprisant, hein, mais je dirais que si vous regardez socialement, psychologiquement, dans des pays comme l'Inde et la Chine, la place de l'orgueil national est quelque chose qui est beaucoup plus important que dans les pays d'Europe, par exemple. Ce sont si vous voulez, ils ont une mentalité qui est à peu près celle qui était celle des pays d'Europe en 1900, c'est-à-dire à l'époque des grands nationalismes. Si les pays d'Europe, à l'époque des grands nationalismes, avaient eu des armes nucléaires, est-ce qu'ils s'en seraient servis? Ça, on ne sait pas. On n'a pas d'exemple. Ce qu'on sait, c'est que des pays qui sont passés après 2 guerres mondiales en Europe n'ont pas voulu se servir d'armes nucléaires, parce que c'était des pays qui, de toute façon, déjà ne voulaient plus faire la guerre. Il n'y avait plus de nationalisme actif. Donc, ils étaient déjà, on va dire, calmés par d'autres moyens que le seul nucléaire. Donc, est-ce que le nucléaire suffit à brider dans les ambitions guerrières des pays qui sont très nationalistes? On n'est pas sûr. Donc, en fait, il y a énormément d'inconnus, si vous voulez, là-bas. Et en tout cas, ce qui semble clair, puisque le conflit de Kargil le montre, c'est que un conflit militaire mais limité, quelques dizaines de milliers de soldats de chaque côté, dans une région qui est disputée, ça peut exister sans avoir de guerre nucléaire, parce que ça, on a la preuve, on a l'expérience qui est le conflit de Kargil. Donc, c'est peut-être vers ça, c'est peut-être ça on va dire le plus probable, c'est-à-dire un conflit qui ferait que donc la guerre éclaterait à la frontière, que la Chine envahirait le Cachemire occupé par l'Inde, avec l'aide du Pakistan, ce serait vraisemblablement une guerre sur 2 fronts, mais se limiterait très rapidement dans ses ambitions territoriales pour ne pas risquer de provoquer une escalade. Voilà. À mon avis, c'est ça le schéma le plus probable.
Alors, encore une fois, c'est logique. Hein, dans une confrontation, on a toujours tendance à dire, ça, je veux dire, c'est vrai depuis la cour d'école. Hein, c'est pas moi qui ai commencé, c'est la faute de l'autre. La vérité, c'est que il y a des ambitions chinoises qui existent, que les États-Unis le savent, que, soyons tout à fait honnêtes, les États-Unis eux-mêmes se sentent menacés par la montée de la Chine et ne veulent pas céder leur place de premier, de toute façon. Donc on peut se dire que même si la Chine était une grande puissance démocratique, respectant les droits de l'homme, etc., les tensions seraient peut-être moins vives, mais il y aurait quand même une inquiétude du côté des États-Unis, parce que malgré tout, les États restent des États et qui souhaitent rester le premier quand ils l'ont été. Si vous pouvez prendre un exemple, vous avez par exemple l'Empire britannique, donc l'Angleterre, qui était une grande démocratie dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, elle se sentait menacée par la montée en puissance de la France sur le continent, qui était le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale sur le continent. Et l'Angleterre a eu peur d'une domination française sur le continent, et une domination française coloniale d'ailleurs, puisque c'était le seul véritable rival colonial de l'Angleterre. Et donc, l'Angleterre avait joué, alors, c'était pas sur le point d'entrer en guerre avec la France, bien sûr, mais c'est pour vous dire que même deux pays qui étaient les deux grandes démocraties de l'époque en Europe, peuvent se regarder avec une certaine méfiance pour des questions stratégiques. Donc, de toute façon, disons, les États-Unis se sentiraient menacés, même si la Chine était une grande puissance démocratique, par l'ascension de ce rival économique et industriel. Donc déjà, elles se sentiraient menacées, mais elles sont d'autant plus menacées que c'est un modèle qui est tout à fait différent, un modèle de puissance, un modèle de gouvernement, et que donc le goût américain pour la liberté, la démocratie, etc., se sent d'autant plus menacé que ce modèle est radicalement différent. Donc en fait, cette confrontation, quelque part, elle est inévitable, même s'il y avait des torts d'aucun côté. Bon. Il y a malgré tout des torts, puisque la Chine, et on commence à s'en rendre compte en Europe, a beaucoup contourné ou employé de mauvaise foi dans la gestion de ses rapports économiques. Alors c'est toujours compliqué parce qu'elle-même estime avoir fait elle n'avoue pas avoir fait preuve de mauvaise foi, mais pour les Chinois, c'est de bonne guerre après l'incendie du Palais d'été par les Chinois et par les Anglais et les Français au XIXe siècle. Hein. Ce n'est que finalement, elle peut se permettre ça puisqu'elle a été humiliée, elle a été avilie par les Européens. Donc quelque part, elle fait que rendre les coups, si vous voulez. Bon. Sauf que alors on peut toujours, si vous voulez, remonter la chaîne des causes comme ça, en sachant qui a commencé, c'est pas la question. Aujourd'hui, il est clair que donc d'un côté, vous avez des États-Unis qui sont inquiets de la montée en puissance de la Chine de toute façon. De l'autre côté, vous avez une Chine qui a fait preuve de mauvaise foi dans ses rapports économiques et qui montre de toute façon une agressivité, en particulier à l'encontre de ses voisins qui sont plus faibles, comme le Vietnam, etc., même s'ils peuvent se montrer redoutables aussi pour se défendre. Mais bon, ils n'ont pas les moyens, clairement, militairement, d'aller se défendre en mer de Chine du Sud. Personne à la marine chinoise. Le seul rival local, c'est les États-Unis. Quelques pays d'Europe qui patrouillent, mais véritablement, en poids, il n'y a que les États-Unis et la Chine. Donc effectivement, c'est de la propagande. De leur côté, les Américains disent que c'est entièrement la faute de la Chine, etc. Donc ils diront pas qu'il y a un problème de volonté de conserver le leadership, même si tout le monde le sait très bien que c'est un non-dit et que à la limite ça ne se conteste pas, parce que en Europe, de toute façon, on préfère que le leadership soit avec un pays qui appartient à notre ère civilisationnelle, qui est celle de l'Ouest, des Occidentaux, plutôt qu'à la Chine qui est forcément plus éloignée. Il y a aussi le fait qu'on préfère un maître qu'on connaît à un maître qu'on ne connaît pas et qui paraît plus dangereux. Donc, je crois la propagande chinoise est tout à fait exagérée, largement mensongère, parce que en réalité, la façon dont elle pratiquait elle-même son insertion dans le commerce international tenait également souvent de la guerre économique froide, chantage, dans la pression qu'elle pouvait exercer. Et donc finalement, ce que font les États-Unis aujourd'hui, c'est dans la continuité de ça. Je pense pas qu'on puisse accuser les États-Unis de lancer véritablement des hostilités. Ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis sous Donald Trump ont pris la mesure de la montée chinoise, se sont rendus compte du danger. On dit que c'était déjà un peu le cas sous Obama parce qu'il y avait eu cette idée de pivot des forces américaines vers le Pacifique. Mais avec Donald Trump, c'est une chose un petit peu différente parce que Donald Trump véritablement veut appliquer à la Chine l'équivalent de ce qu'avait été la doctrine Reagan contre l'URSS.
c'est-à-dire on fait des sanctions économiques, on fait des défis militaires, des défis technologiques, on va dire. Hein, c'est la Space Force qui a été créée par Trump, qui en fait est une ressucée de l'idée d'initiative de défense stratégique de Reagan, hein, qui avait mis dans l'embarras l'URSS. Et donc on est exactement dans une reproduction de la stratégie de Reagan contre l'URSS. Donald Trump espère faire tomber le régime communiste chinois comme ça. Le seul élément qui manque, c'est une guerre par proxy qui avait été pour l'URSS, qui avait été l'Afghanistan, qui n'avait pas été fomentée par les États-Unis, mais les États-Unis avaient sauté sur l'occasion pour soutenir les Afghans contre les Soviétiques et les Enlisés, qui était le même coup que les Soviétiques avaient fait aux Américains au Vietnam. Et vraisemblablement, donc, les États-Unis attendent quelque chose comme ça autour de... Alors, je dirais pas qu'ils l'espèrent, mais enfin, en tout cas, ce qu'ils comptent faire, c'est que s'il y a quelque chose comme ça autour de Taïwan ou une autre guerre, peut-être avec l'Inde, hein, d'ailleurs, ils commencent à... L'attitude dans la confrontation entre l'Inde et la Chine est un petit peu ambivalente des États-Unis. À la fois, ils ont l'air de jouer l'apaisement et de soutenir l'Inde, et à la fois, on sent que ils se disent que si ça s'envenime un peu, quelque part, ça leur permettrait de mettre la Chine dans l'embarras sans eux trop se salir les mains. Donc, ils sont dans cette relation ambivalente, je pense. Ils voient qu'il y aurait quand même des avantages à ce qu'on entre dans une confrontation militaire entre la Chine et l'Inde. Je pense que l'Europe, en général, est un peu plus sortie de l'histoire que la France, malgré tout, parce que la France reste le pays qui est militairement le plus impliqué à l'étranger, en Europe. C'est elle qui mène le plus d'actions. Elle en mène beaucoup en Afrique, hein, avec ses opérations de maintien de l'ordre, notamment au Mali. Et on en parle moins souvent, mais elle mène également des opérations de liberté de navigation, comme les États-Unis, avec des navires, en particulier en mer de Chine du Sud, ce qui d'ailleurs crée régulièrement des frictions. Donc, s'il y avait un conflit dans la région, où alors bon, il y a la Polynésie française qui est pas très loin, c'est pas juste à côté, mais c'est pas très loin. Donc, la France a des intérêts sur le maintien des routes commerciales, elle a des intérêts stratégiques sur ces zones économiques exclusives. Donc vraisemblablement, elle serait du côté des États-Unis sur ces questions de liberté de navigation. Je suis à peu près sûr. Il y a quelques mois encore, il y a eu un accrochage là-dessus, puisqu'on a un navire qui s'est approché trop près, d'après les Chinois, de leurs îlots. Donc là-dessus, on est véritablement sur la même ligne que les Américains. On a une marine qui est impliquée là-dedans. Au plan politique de confrontation, c'est un petit peu différent. Sur Hong Kong, on est vraisemblablement, on ne donne pas assez de la voix. Il y a aussi qu'en ce moment, avec la fragilisation économique du pays, qui est un des plus touchés économiquement par la crise du coronavirus, on ne veut pas en plus se créer de difficultés avec la Chine, surtout que pour un certain nombre de fournitures médicales, on est encore obligé de se reposer sur elle. Donc c'est vrai que la Chine a ses instruments de chantage. Donc j'ai envie de vous dire, par mouvement naturel, la France se mettrait du côté de Hong Kong et de toute façon du côté des États-Unis dans la liberté de navigation. La question, c'est quelle sera sa liberté d'action eu égard aux moyens de pression que peut avoir la Chine contextuellement au moment où les choses se passent. Alors d'abord, la Chine, elle perdrait le conflit. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, elle a pas assez d'alliés. Elle est trop entourée d'États à qui elle fait peur, qui ont une capacité industrielle et militaire. Hein, le Vietnam, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan elle-même, l'Inde, les États-Unis. Si on imagine une conflagration qui fait que tous ces pays seraient alliés contre la Chine ne pourra pas gagner. Elle pourra remporter des succès, mais elle ne pourra pas gagner. Il faudrait vraisemblablement, comme a fait le Japon, c'est-à-dire arriver à s'étendre pendant quelques années, comme avait fait le Japon entre 41 et 45, avant d'imploser complètement stratégiquement. Donc la Chine perdra le conflit, ça me paraît certain. Et le régime du Parti communiste s'effondrera. On aurait probablement une partie du démembrement territorial, puisque dans ces cas-là,
En général, quand les États-Unis gagnent contre quelqu'un, ils font en sorte de le découper en morceaux. Ce qu'ils avaient fait avec l'Allemagne, c'est la stratégie habituelle pour éviter que le mal ne réapparaisse trop vite. Donc à ce moment-là, on joue sur des séparatismes, peut-être, je sais pas, la région de Shanghai, probablement qu'ils enlèveraient le Tibet, le Xinjiang à la Chine, enfin des choses comme ça pour réduire sa capacité de réémergence trop rapide. Alors, il reste que démographiquement, l'Asie a toujours été le centre de gravité de l'humanité. Hein. Elle l'a été économiquement très longtemps, ne serait-ce qu'à cause de son poids démographique, puisque à richesse égale par tête pendant très longtemps, ça faisait une masse beaucoup plus importante, donc un nombre beaucoup plus riche. Hein. La Chine pesait à peu près 30% de l'économie, je crois, au XVIIIe siècle, l'économie mondiale. L'Inde devait en faire pratiquement autant, parce que ce sont des pays très peuplés. Donc c'est là où vous avez les gens que vous avez la richesse en général. Ça n'a changé que pendant quelques siècles qui ont été les formidables siècles de développement européen, parce que les Européens ont trouvé le moyen de faire un développement économique énorme que les autres peuples ne connaissaient pas. Et à partir du moment où les autres peuples font ce développement économique aussi, à partir du moment où démographiquement ils sont toujours en nombre bien plus grand, logiquement c'est vers eux que se reporte le poids économique. Et donc ce qu'on voit c'est normal. Quand on s'alerte du fait que la France descend progressivement dans les classements, une 5e puissance économique, 6e puissance économique, on dit l'Inde nous a dépassé. C'est normal que l'Inde nous dépasse. L'Inde est 20 fois plus peuplée que nous. L'aberration, c'est qu'elle soit derrière nous économiquement. Historiquement. Ça a été qu'une exception historique. Donc effectivement, même après cette guerre, ça va pas empêcher que la Chine se redéveloppera très fortement. Pensez au Japon justement après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est devenu extrêmement riche. Donc probablement que la Chine continuera à s'enrichir, l'Inde continuera à s'enrichir aussi. Ce sont des pays extrêmement peuplés. Et donc le poids économique et le poids politique effectivement passeront de ce côté-là, mais vraisemblablement ça restera encore sous égide américaine, probablement par un autre système de contrôle local avec un réseau d'alliances comme ils l'ont fait sur l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraisemblablement quelque chose comme ça qui se passera. Mais je pense effectivement que économiquement cette région-là va redevenir ce qu'elle avait été de tout temps, c'est-à-dire le centre du monde en raison de son poids économique et démographique. Ça me paraît inévitable.